Elle n'était qu'une femme de ménage silencieuse, jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre interdite. Le millionnaire, pris d'un désir morbide, hurla un ordre qui scellerait leur destin. Mais ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est qu'elle n'était pas aussi innocente qu'il y paraissait. Si vous aimez les histoires d'amour et de romance, regardez jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre commentaire en disant d'où vous écoutez cette belle histoire. Nous continuons. Le soleil chaud de Paris se déversait par les fentes des rideaux épais du manoir de Montaigne, une oasis de silence et d'opulence dans le quartier de Neuilly-sur-Seine. Ariane Dubois haussa les épaules, tandis que la gouvernante, une femme au regard sévère, lui montrait la liste des tâches pour son premier jour. 22 ans, une vie d'invisibilité, et maintenant cet emploi qui promettait le double du salaire des maisons particulières où elle avait travaillé auparavant. Son visage délicat et ses petites mains étaient habitués à des mouvements discrets, presque imperceptibles. Elle avait appris très tôt que moins elle était remarquée, mieux c'était. Ce manoir a des règles strictes, jeune fille. On ne nettoie pas la chambre principale sans supervision. On ne commente rien de ce que l'on voit. On n'entre pas dans l'aile est sans autorisation expresse. Et par-dessus tout, on ne dérange pas Monsieur de Montaigne. Depuis que son épouse... Eh bien, depuis cela, il ne tolère ni le bruit ni l'intrusion. Ariane acquiesça, les yeux baissés, l'uniforme gris une taille trop grande pour son corps fragile. La gouvernante lui tendit un trousseau de clés et désigna le couloir qui menait aux dépendances du personnel. Parmi ses responsabilités figurait le nettoyage de l'aile réservée, où se trouvaient les appartements de la défunte maîtresse de maison. Un travail délicat qui exigeait une discrétion absolue. Et rappelez-vous, pas un mot sur Madame Élise, pas même entre les employés. Dans cette maison, certains noms ne doivent pas être prononcés. C'est ainsi que commença sa routine au manoir de Montaigne, propriété de l'homme qui, à 42 ans, dirigeait l'un des plus grands groupes d'affaires du pays, mais qui était rarement vu en dehors de ses murs. Victor de Montaigne, descendant d'une famille qui avait fait fortune dans l'industrie textile, était devenu une légende urbaine, après le tragique accident qui avait coûté la vie à Élise 2 ans auparavant. Les magazines spéculaient sur son isolement. Ses amis les plus proches avaient déjà renoncé à tenter de le joindre. Seuls ses assistants avaient la permission d'entrer et de sortir avec des dossiers de documents et des informations sur les affaires. Pendant les premières semaines, Ariane ne le vit pas. Elle n'entendait que ses pas à l'aube, ou le son du piano qu'il jouait seul dans la bibliothèque à 3 heures du matin. Les autres employés parlaient de lui à voix basse, comme ceux qui craignent d'invoquer un esprit. Le majordome principal, Auguste, un homme de 70 ans qui servait la famille de Montaigne depuis avant la naissance de Victor, était le seul à entrer quotidiennement dans ses appartements. Il met toujours son café sur le plateau chaque matin, confia l'une des cuisinières à Ariane alors qu'elle préparait le dîner. 2 tasses, comme si elle allait descendre à tout moment. Ariane ne répondit pas, mais elle garda cette information comme on garde un petit trésor. Depuis son enfance, elle avait l'habitude de collectionner des faits sur la vie d'autrui, élevée par sa mère, Doriane, aide-soignante à l'hôpital. Ariane avait passé les après-midi de son enfance dans la salle du personnel, observant silencieusement les infirmières et les médecins, essayant de deviner leurs histoires. Tandis que sa mère nettoyait les tasses de café et arrangeait les plateaux repas des patients, la fillette aux grands yeux curieux absorbait les fragments de vie qui tombaient autour d'elle. Conversations sur des amours impossibles, des relations familiales compliquées, des rêves reportés. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'elle trouva pour la première fois la collection de vieux magazines, rangés dans une boîte, dans le petit débarras du manoir, elle ressentit cette étrange reconnaissance. C'étaient des exemplaires de magazines mondains, avec Élise de Montaigne en couverture. La belle mondaine aux cheveux foncés et aux yeux en amande souriait sous des flashs puissants. Mais Ariane, habituée à déchiffrer les expressions, voyait au-delà de ce sourire automatique. Elle voyait la même solitude qu'elle portait elle-même. Ce fut un après-midi pluvieux de juin que le manoir changea pour Ariane. Le ciel de Paris s'abattait en une tempête féroce, et tous les employés étaient occupés à vérifier les fuites et à protéger les meubles anciens. L'aile est normalement interdite, resta sans surveillance, et Ariane, qui connaissait déjà chaque centimètre de la maison qu'elle nettoyait méticuleusement tous les jours, avait la clé universelle que la gouvernante lui avait confiée. Ce ne fut pas une décision consciente. Ce fut une impulsion, comme lorsque quelqu'un touche une cicatrice juste pour en sentir la texture. Ses pas la menèrent le long du couloir aux murs recouverts de papier peint français,
jusqu'à la porte majestueuse de la chambre principale. Ses mains tournèrent à la clé sans que son cerveau ne traite complètement ce qu'elle faisait. La chambre était un musée. Le lit king-size recouvert d'une courte pointe en soie nacrée, intact, comme si personne ne l'avait touché depuis des années. Des tableaux de paysages toscans au mur, une commode avec des dizaines de cadres photos montrant le couple de Montaigne en voyage autour du monde. Santorin, New York, Paris, Tokyo. Et plus impressionnant que tout, cette double porte en chêne sculptée qu'Ariane savait mener au dressing personnel d'Élise. La première erreur fut d'entrer. La seconde fut de respirer cet air parfumé, comme si le temps avait été figé. Le dressing était de la taille d'un petit appartement, avec des rangées et des rangées de vêtements organisés par couleur, par saison, par designer. Des chaussures alignées sur des étagères illuminées, des bijoux dans des boîtes en verre, des parfums sur des plateaux d'argent. Et au centre, comme une installation artistique, un mannequin exhibant ce qui semblait être une robe de mariée minimaliste, d'un blanc si pur qu'il en faisait presque mal aux yeux. Ariane s'approcha sans se rendre compte qu'elle avait retenu sa respiration. Ses doigts touchèrent légèrement le tissu, comme on touche une relique sacrée. C'était lourd, élaboré avec de minuscules perles brodées à la main qui formaient un motif délicat le long de l'ourlet. « Ce n'est pas une robe de mariée », dit une voix derrière elle, la faisant se figer. C'était la robe qu'elle devait porter pour notre 10e anniversaire. Elle n'a jamais eu l'occasion de la mettre. Victor de Montaigne se tenait à la porte, les yeux sombres fixés sur Ariane, avec une intensité qui la fit reculer instinctivement. Il était plus grand qu'il n'y paraissait sur les photos, les épaules larges sous le costume sur mesure, le visage marqué par une barbe de 3 jours et des cernes profonds. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fasciné. « Pardon, monsieur. Je ne devrais pas être ici. Je voulais juste... » Ariane tenta d'expliquer, mais les mots moururent dans sa gorge. « Vous lui ressemblez, » dit-il, faisant un pas en avant. « Pas physiquement. Élise était blonde, plus grande. Mais il y a quelque chose dans votre regard, une tristesse familière. » Ariane sentit son cœur s'emballer. Elle ne savait pas si elle devait courir, s'excuser à nouveau, ou simplement accepter le licenciement qui ne manquerait pas d'arriver. Au lieu de cela, elle resta paralysée, tandis que Victor s'approchait et touchait la robe avec la même révérence qu'elle avait montrée quelques instants auparavant. « Mettez-la », ordonna-t-il, sa voix basse, presque un murmure. « Monsieur ? La robe, mettez-la, je veux voir ce que ça donne. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre, qu'Ariane, entraînée à obéir depuis toujours, ne put trouver en elle la force de refuser. Les mains tremblantes, elle prit délicatement la robe et regarda autour d'elle, cherchant un endroit pour se changer. « Ici même », dit Victor, s'asseyant dans un fauteuil au coin du dressing, et se servant une dose de whisky d'une bouteille qu'Ariane n'avait pas remarquée auparavant. « Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien que je n'ai pas déjà vu. » Ce fut le moment où tout changea, le moment où Ariane aurait dû refuser, aurait dû partir, aurait dû démissionner. Mais il y avait quelque chose d'hypnotique chez cet homme, dans cette douleur palpable qui émanait de lui par vagues. Et peut-être plus importante encore, il y avait quelque chose en elle qui, pour la première fois, se sentait vue. Les doigts tremblants, Ariane commença à déboutonner son uniforme gris. Sa peau mate contrastait avec la blancheur de la robe qu'elle tenait contre sa poitrine. Elle ne regarda pas Victor pendant qu'elle se déshabillait, mais elle sentait le poids de son regard. Quand elle fit finalement glisser la robe le long de son corps, elle sentit un frisson parcourir son échine. C'était comme si le tissu avait une mémoire propre, comme s'il portait le fantôme de la femme qui aurait dû la porter. « Tournez-vous », ordonna Victor sa voix rauque. Ariane obéit. La robe était ajustée au buste et à la taille, puis s'ouvrait en une jupe fluide. Elle était grande à certains endroits, serrée à d'autres, mais cela ne semblait pas importer. Ce qui importait, c'était la transformation qui s'opérait dans les yeux de Victor. La reconnaissance, la douleur, le désir. « Parfait », murmura-t-il, se levant et s'approchant. « Tout presque parfait. » Ses doigts touchèrent légèrement le visage d'Ariane, traçant le contour de sa mâchoire, descendant le long de son cou jusqu'au décolleté de la robe. Ce n'était pas un toucher intime, mais clinique, comme un sculpteur évaluant sa création. Et puis, sans prévenir, il s'éloigna brusquement. « Enlevez tout, c'est un ordre. » Le changement de son ton fut si soudain qu'Ariane fit un pas en arrière. L'expression de Victor s'était durcie, comme s'il s'était réveillé d'une transe. « Je suis désolé, monsieur. »« Je ne devrais pas. Enlevez la robe. »
répéta-t-il, lui tournant le dos. Ensuite, venez à mon bureau. Nous devons parler. Ariane ôta la robe avec soin, ses mains toujours tremblantes. Elle remit rapidement son uniforme et rendit la pièce au mannequin, essayant de reproduire exactement comment elle était avant. Quand elle eut fini, Victor était déjà parti. En chemin vers le bureau, elle tenta de contrôler sa panique. Elle serait licenciée, c'est certain. Elle perdrait l'emploi qui payait le traitement de sa mère, qui luttait contre un cancer à l'hôpital où elle avait travaillé auparavant. Elle retournerait à son minuscule appartement dans la banlieue de Paris, aux factures impayées, à la lutte quotidienne pour la survie. Quand elle frappa à la porte du bureau, il y avait déjà de la résignation dans ses yeux. Mais ce qu'elle trouva de l'autre côté ne fut pas un licenciement. « Entrez », dit Victor, assis derrière un bureau en bois sombre, entouré d'étagères de livres qui allèrent du sol au plafond. « Fermez la porte. » Ariane obéit, se tenant près de la sortie, comme un animal acculé prêt à fuir. « Vous avez de la famille ?» demanda-t-il sans lever les yeux des papiers devant lui. « Seulement ma mère, monsieur. »« Elle est malade. »« Douce adresse ?»« Banlieue Est, quartier des Lilas. » Victor prit quelques notes. « À partir de demain, vous ne travaillerez plus comme femme de ménage dans cette maison, » dit-il, la regardant enfin dans les yeux. « Je vous offre une autre position. » Ariane sentit ses jambes flancher. « Quelle position, monsieur ?»« assistante personnelle. Le salaire sera 5 fois plus élevé. Vous aurez une chambre dans l'aile ouest, avec vue sur les jardins. Votre travail consistera à m'accompagner lors d'engagements sociaux si nécessaire, à apprendre l'étiquette, le français, peut-être un peu de piano. En échange, j'exige une discrétion absolue. Rien de ce qui se passe entre ces murs ne doit être commenté, pas même avec votre mère. Fais ce moi mais. Pourquoi? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Victor se pencha en avant, les yeux fixés sur les siens. Parce que quand je vous ai vu dans cette robe, j'ai réalisé que vous pouviez m'aider. Ou moi vous. Je n'ai pas encore décidé. Il y avait quelque chose de perturbant dans la proposition, quelque chose qui fit frissonner Ariane intérieurement. Mais il y avait aussi une opportunité qu'elle n'aurait jamais eue autrement. Et ma mère? Elle sera transférée à l'hôpital Lariboisière demain. Traitement complet, sans frais. J'ai déjà parlé au directeur médical. Ariane sentit ses yeux picoter. L'hôpital Lariboisière était le meilleur de Paris, connu pour soigner célébrités et hommes d'affaires. C'était un monde inaccessible pour des gens comme elle. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» demanda-t-elle, la voix presque éteinte. Victor se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins impeccables que personne n'avait visités depuis des années. « Je ne le fais pas pour vous, » répondit-il sans se retourner. « Je le fais pour moi, pour des raisons que vous n'avez pas besoin de comprendre pour l'instant. » Cette nuit-là, Ariane fut conduite dans une nouvelle chambre, 3 fois plus grande que la petite pièce où elle dormait dans les dépendances du personnel. Il y avait de nouveaux vêtements dans l'armoire, tous à sa taille. Dans la salle de bain, des produits de beauté coûteux qu'elle ne connaissait que par les publicités télévisées. Sur la table de chevet, un contrat et un stylo doré. Le contrat parlait de confidentialité, d'exclusivité, de disponibilité totale. Il parlait de règles, d'horaires, d'attentes. Il ne parlait pas de la robe, du dressing, de l'étrange fixation de Victor. Mais entre les lignes, Ariane pouvait lire ce qui n'était pas écrit. Elle était achetée. Pourquoi faire? Elle ne le savait pas encore. Quand elle signa, elle sentit comme si elle signait non seulement un contrat, mais une nouvelle destinée. Les mêmes mains qui avaient épousseté les meubles chers traçaient maintenant son nom sur un document qui la transformait en quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Le lendemain matin, une équipe de professionnels apparut au manoir. Coiffeurs, maquilleurs, stylistes personnels. Ariane fut mesurée, analysée, transformée. Ses cheveux châtains foncés, autrefois toujours attachés en un simple chignon, furent traités et coiffés en douces ondulations. Ses ongles, autrefois courts par commodité, furent allongés et peints d'un ton rosé discret. Ses vêtements simples furent remplacés par des pièces élégantes au ton neutre. Pantalons de tailleur, chemisiers en soie, chaussures en cuir souple. « Monsieur de Montaigne a demandé que nous conservions votre essence », expliqua la styliste en ajustant le col d'une chemise. Rien de trop extravagant, une élégance discrète. Tandis qu'elle était transformée extérieurement, Ariane tentait de comprendre ce qui se passait. Elle se rappela les magazines qu'elle avait trouvés, les photos d'Élise de Montaigne.
Elles n'étaient pas transformées en une copie de la défunte. Elles étaient physiquement trop différentes pour cela, mais elles étaient élevées au même monde, au même niveau. Quand l'équipe eut fini, Ariane se reconnut à peine dans le miroir. Elle n'était plus la femme de ménage invisible. Elle était une femme élégante, qui pourrait facilement passer pour une cadre ou une mondaine. Seuls ses yeux restaient les mêmes, grands, sombres, pleins de questions sans réponse. Victor l'attendait dans le jardin d'hiver, une structure de verre et de métal, où des orchidées rares étaient cultivées. Quand il la vit, il y eut une lueur de satisfaction dans son regard. « Bien mieux ?» dit-il, désignant la chaise devant elle. « Asseyez-vous. Prenons le café. » Les jours suivants furent un tourbillon de leçons et de nouvelles règles. Une professeure d'étiquette venait chaque matin pour apprendre à Ariane à se comporter lors des dîners formels, à utiliser les bons couverts, à converser sur des sujets appropriés. L'après-midi, un professeur de français l'initiait à la langue que, selon Victor, toute personne cultivée devrait maîtriser. En fin de journée, il y avait des cours de piano dans le grand salon. Victor participait rarement à ces activités, mais il était toujours présent, comme une ombre, observant de loin. Parfois, il corrigeait quelque chose qu'Ariane faisait. D'autres fois, il se contentait d'observer en silence, avec cette expression insondable qu'elle ne parvenait toujours pas à déchiffrer. Le soir, ils dînaient ensemble dans l'immense salle à manger, servi par le majordome Auguste, qui regardait Ariane avec une expression mêlant curiosité et méfiance. La conversation était minimale. Victor posait des questions occasionnelles sur ses progrès, mais évitait les sujets personnels. Il ne mentionnait jamais Élise ni le jour dans le dressing, jusqu'à ce que, 2 semaines après sa transformation, pendant le dîner, Victor rompt enfin le silence sur le sujet qui planait entre eux. « Vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici ?» dit-il. Non comme une question, mais comme une affirmation. « Pourquoi je vous ai choisi ?» Ariane posa ses couverts lentement. « Oui, monsieur. » Ne m'appelez pas monsieur quand nous sommes seuls. Mon nom est Victor. Elle acquiesça mal à l'aise avec l'intimité implicite. Élise est morte il y a 2 ans, 3 mois et 17 jours. Continua-t-il, se servant plus de vin. Sa voiture a quitté la route dans les montagnes des Vosges, revenant d'un voyage à Deauville. Elle est tombée d'une hauteur de 100 mètres. Quand ils ont trouvé le véhicule, elle était encore en vie, mais avec de graves blessures internes. Elle est morte en chemin vers l'hôpital. Ariane sentit un nœud dans sa gorge. Elle connaissait l'histoire par les journaux, mais l'entendre de la bouche de Victor rendait tout plus réel, plus brutal. « Je suis désolé. »« Ah, ne le soyez pas, » coupa-t-il sèchement. « Tout le monde est désolé. Personne ne s'en soucie vraiment. » Il y eut un lourd silence avant qu'il ne continue. « La nuit précédant l'accident, nous avons eu une terrible dispute. Elle voulait se séparer. Elle disait que notre mariage était une prison, que je l'étouffais. Elle a dit qu'elle avait des secrets que je ne comprendrais jamais. Ses yeux étaient fixés sur un point lointain, comme s'il revivait ce moment. Je l'aimais plus que tout au monde, plus que ma propre vie, et elle voulait me quitter. Alors j'ai fait ce que tout homme désespéré ferait. J'ai supplié. Je me suis humilié. J'ai promis de changer. À la fin, elle a accepté d'y réfléchir pendant le voyage. Victor prit une longue gorgée de vin. Le lendemain, j'ai reçu l'appel concernant l'accident. Quand je suis arrivé sur les lieux, les ambulanciers l'emmenaient déjà. Elle a ouvert les yeux une dernière fois, m'a regardé et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Et puis elle est partie. Une larme solitaire coula sur le visage marqué de Victor. Il l'essuya d'un mouvement brusque, comme s'il était irrité par sa propre émotion. Depuis lors, j'essaie de comprendre ce qu'elle voulait me dire. Quel était le secret? Pourquoi notre vie ensemble ne lui suffisait pas? Ariane sentit un frisson parcourir son corps. Elle commençait à comprendre le rôle qu'elle était appelée à jouer. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Victor la regarda enfin directement, ses yeux sombres pénétrants comme ceux d'un prédateur. Vous allez m'aider à découvrir. Vous allez entrer dans son monde, utiliser ses affaires, fréquenter ses lieux, et peut-être trouver ce que je cherche depuis si longtemps. Vous voulez que je sois elle? Non, répondit-il, se levant et marchant jusqu'à se tenir derrière la chaise d'Ariane. Ses doigts touchèrent légèrement ses épaules, lui causant un frisson involontaire. Je veux que vous soyez vous-même, mais dans son monde. Je veux que vous voyiez ce qu'elle voyait, que vous ressentiez ce qu'elle ressentait, et que vous me disiez ce que vous trouverez. Ses doigts remontèrent le long du cou d'Ariane jusqu'à son visage, le tournant doucement pour qu'elle le regarde. « Puis-je vous faire confiance pour cela, Ariane ?»
Il y avait un pouvoir hypnotique dans ses mots, dans son toucher. Ariane se sentait divisée entre la peur et une étrange excitation. Une partie d'elle voulait fuir ce manoir, cet homme, ce jeu perturbant. Une autre partie, cependant, une partie qu'elle reconnaissait à peine en elle-même, était curieuse, fascinée. L'invisible enfin vue, l'insignifiante enfin importante. « Oui », répondit-elle, presque dans un murmure. « Barès, vous pouvez faire confiance. » Victor sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Parfait. Demain, nous commençons pour de bon. » Et ainsi, dans ce manoir isolé de Neuilly-sur-Seine, tandis que la pluie continuait de tomber sur Paris, Ariane sentit qu'elle avait fait un pacte avec quelque chose de plus grand et de plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Un accord qui la transformerait pour toujours, si elle y survivait. Parce que cette nuit-là, alors qu'elle tentait de dormir dans la chambre luxueuse, qui était maintenant la sienne, elle eut l'inquiétante sensation de ne pas être seule, comme si des yeux invisibles l'observaient à travers les murs, comme si la maison elle-même respirait autour d'elle, pleine de secrets qui attendaient d'être découverts. Et peut-être le plus perturbant, pour la première fois de sa vie d'ombres et de silence, Ariane ne voulait plus être invisible. Elle voulait découvrir ce qu'il y avait au-delà du miroir où Victor de Montaigne l'avait poussée, même si cela signifiait se perdre dans le processus. Les jours au manoir de Montaigne se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Octobre arriva avec sa chaleur humide sur Paris, faisant éclater les jardins de la propriété en couleurs vibrantes. Ariane observait les fleurs depuis sa chambre dans l'aile ouest, pensive. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où elle avait accepté l'étrange accord avec Victor, et sa vie s'était transformée en quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque matin, une nouvelle tenue l'attendait, choisie avec soin pour paraître décontractée, mais Ariane savait que rien dans cette maison n'était le fruit du hasard. Ses cheveux affichaient désormais une coupe qui encadrait son visage avec élégance. Ses mains étaient douces, ses ongles toujours impeccables. Son corps, autrefois courbé par l'habitude de tenter de disparaître, se mouvait maintenant avec une grâce nouvellement acquise après des semaines de cours de maintien. « Vous êtes presque prête », dit Victor ce matin-là pendant le café, l'observant par-dessus la tasse de café noir sans sucre qu'il prenait toujours. Il est temps de sortir de ces murs. Ariane sentit une oppression à l'estomac. Ces dernières semaines, sa routine s'était résumée à des cours, des dîners silencieux avec Victor, et de longues heures à explorer les appartements d'Élise, ses journaux intimes soigneusement édités, ses vêtements, ses objets personnels. C'était comme assembler un puzzle où il manquait des pièces cruciales. « Sortir ?» demanda-t-elle, gardant sa voix contrôlée comme elle l'avait appris. « Oui, il y a un événement caritatif la semaine prochaine. Le bal des orchidées. » C'était le préféré d'Élise. Le nom pesa dans l'air entre eux. Ces derniers mois, Victor mentionnait Élise avec une fréquence croissante, mais toujours de manière contenue. Clinique. Il ne parlait jamais de sentiments, seulement de faits. C'était son restaurant préféré. L'auteur qu'elle aimait le plus, la musique qui la faisait sourire. « On y va ensemble ?» demanda Ariane, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Oui, ce sera votre première apparition publique en tant que ma compagne. » L'hésitation ne passa pas inaperçue. Qu'était-elle après tout? Pas une employée, pas une amie, certainement pas une maîtresse, bien qu'il y eût des moments, des regards, et des touches accidentelles qui suggéraient quelque chose de plus complexe grandissant entre eux. « À quoi dois-je m'attendre ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur la tasse de thé devant elle. Curiosité, potin, peut-être une certaine hostilité. Victor marqua une pause, étudiant son visage. « Ce sont des gens qui connaissaient Élise, qui me connaissent. Ils ne comprendront pas. Ils n'ont pas besoin de comprendre. » Cet après-midi-là, un styliste vint au manoir avec plusieurs options de robes pour l'événement. Ariane les essaya une par une, tandis que Victor observait depuis un fauteuil dans un coin, les yeux critiques, l'expression impénétrable. Ce fut lorsqu'elle sortit vêtue d'une robe vert émeraude que quelque chose changea dans son regard. « Celle-là, » dit-il se levant et s'approchant. « Elle est parfaite. » La robe était élégante et relativement simple à première vue, mais riche en détails. De petits cristaux brodés formaient des motifs subtils le long du tissu, capturant la lumière à chaque mouvement. Le décolleté dans le dos descendait presque jusqu'à la taille, révélant la peau mate d'Ariane. Élise n'a jamais porté de verre, commenta Victor, tournant lentement autour d'elle. Elle disait que c'était une couleur qui ne lui allait pas. « Sur vous ?» Il s'arrêta,
ses yeux rencontrant ceux d'Ariane dans le miroir. « Sur vous, c'est comme si la couleur avait été faite pour votre peau. » Ce fut la première fois qu'il la complimentait directement, sans comparaison avec Élise. Quelque chose d'étrange se produisit à l'intérieur d'Ariane à ce moment-là, une chaleur qui commença dans sa poitrine et se répandit dans tout son corps. Ce n'était pas seulement le compliment, c'était la reconnaissance, c'était être vue comme elle-même, pas comme une remplaçante. « Merci », répondit-elle, et sa voix sortit plus douce qu'elle ne l'avait voulu. La nuit du bal, la tension dans le manoir était palpable. Les employés observaient Ariane avec des expressions allant de l'admiration à l'inquiétude. Seule Estelle, la vieille dame muette qui s'occupait de l'aile est, s'approcha d'elle pendant qu'elle se préparait et lui glissa quelque chose dans la main, une petite broche en saphir. « C'était à Élise » demanda Ariane, confuse. Estelle secoua la tête négativement et fit des gestes qu'Ariane ne comprit pas entièrement. Elle semblait vouloir dire que la broche était un cadeau personnel, quelque chose pour la protéger. Avant qu'elle ne puisse en demander davantage, la vieille employée disparut silencieusement, comme elle le faisait toujours. Le trajet jusqu'à l'hôtel où devait avoir lieu l'événement fut silencieux. Victor, impeccable dans son smoking, garda les yeux sur la fenêtre de la voiture, perdu dans ses pensées. Ariane sentait son cœur battre la chamade. Pendant des mois, elle avait vécu isolée dans ce manoir, apprenant à devenir quelqu'un qu'elle n'était pas. Maintenant, elle allait être présentée au monde d'Élise, un monde dont elle ne connaissait que des fragments à travers des photos, des journaux intimes et des histoires soigneusement filtrées. « Rappelez-vous, » dit Victor finalement, alors que la voiture approchait du lieu, « vous ne devez d'explications à personne. Si l'on vous pose des questions sur notre relation, souriez et détournez la conversation. Si l'on insiste, dites que nous sommes amis. Rien de plus. » « Et c'est ce que nous sommes ?» demanda Ariane, une audace inattendue surgissant en elle. « Des amis ?» Victor la regarda longuement, ses yeux sombres indéchiffrables. « Nous sommes plus complexes que cela, » répondit-il finalement. « Vous le savez. » Le bal des orchidées était l'un des événements les plus prestigieux du calendrier mondain de Paris. Organisé annuellement au luxueux hôtel Le Bristol, il rassemblait l'élite des affaires et des arts du pays autour d'une cause caritative. Cette année, la construction d'une nouvelle aile pédiatrique dans un hôpital public. Le salon était décoré d'orchidées de toutes les couleurs et tailles, des lumières douces créant une atmosphère d'élégance intimiste. Quand Ariane entra au bras de Victor de Montaigne, le murmure fut immédiat. Les conversations furent interrompues. Les regards se tournèrent vers eux, certains discrets, d'autres moins. Elle sentit le poids de ces regards, la curiosité, le jugement. « Respirez », murmura Victor, la guidant à travers le salon. « Vous appartenez à cet endroit autant qu'eux. » C'était un mensonge, bien sûr. Ariane savait que, sous la robe de créateur et la coiffure élégante, elle était toujours la fille de l'aide-soignante, la jeune fille qui avait grandi en comptant ses pièces pour le bus. Mais elle avait appris à porter un masque, tout comme tout le monde dans ce salon. Le premier groupe qui les aborda était composé de 3 couples, des dirigeants d'entreprises partenaires du groupe de Montaigne et leurs épouses. Le choc sur leur visage en voyant Victor fut rapidement dissimulé par des sourires polis. « Victor, quelle merveilleuse surprise de vous voir ici !» s'exclama l'une des femmes, une blonde d'une 50aine d'années, l'embrassant sur la joue. « Ça fait si longtemps. »« 2 ans, Hélène, » répondit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Depuis les funérailles. » Le malaise fut immédiat. Hélène jeta un regard rapide à Ariane, puis de nouveau à Victor. « Et qui est votre charmante compagne ?»« Voici Ariane Dubois. Ariane, voici Hélène et Robert Mercier, et Charles et Patricia Lambert. Et bien sûr, Gustave et Lucie Delacroix. » Ariane sourit et salua tout le monde avec l'élégance qu'elle avait pratiquée pendant des semaines. « Ariane travaille avec moi, » dit Victor sans plus de détails. « Une collaboration spéciale. » Les regards échangés entre les couples en disaient long. Ils supposèrent immédiatement qu'elle était la maîtresse de Victor, peut-être même la raison de sa réapparition sociale. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Patricia, une brune au regard perçant. « Chez moi, » répondit Victor sèchement, mettant fin au sujet. « Hélène, j'ai entendu dire que votre fils obtenait son diplôme d'Oxford. Vous devez être fière. » Le changement de sujet fut brusque, mais efficace. Bientôt, la conversation fluait sur des thèmes sûrs et Ariane put respirer à nouveau. Pendant les 2 heures suivantes,
La scène se répéta plusieurs fois. Présentation, questions poliment invasives, changement stratégique de sujet par Victor. Ariane observait tout avec attention, enregistrant noms, alliances, dynamique de pouvoir. C'était le monde d'Élise, et chaque conversation révélait un peu plus sur la femme qu'elle était, d'une certaine manière, qu'en train de remplacer. Ce fut à un moment où Victor s'éloigna pour parler à un homme politique qu'une femme s'approcha d'Ariane. Elle était plus âgée, peut-être la soixantaine, élégante dans une robe noire classique, les cheveux gris parfaitement arrangés en chignon. « Vous êtes courageuse », dit la femme sans présentation, ou inconsciente. « Je n'ai pas encore décidé. »« Que soume, pardon ?» T'ose-t-il entrer dans son jeu, revêtir sa peau? C'est dangereux, vous savez. Ariane sentit un frisson parcourir son échine. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » La femme sourit, un sourire triste et connaisseur. « Je suis Céline Duval, j'étais la psychiatre d'Élise. » Le choc dut être visible sur le visage d'Ariane, car la femme continua. « Oui, il ne l'a pas mentionné, n'est-ce pas? Élise était en thérapie pendant les 6 derniers mois avant sa mort. Elle était terrifiée. Pourquoi? Ce serait violer le secret professionnel, même après la mort, répondit Céline, prenant une gorgée de champagne. Mais je peux vous dire qu'elle prévoyait de le quitter. Et elle avait peur des conséquences. Avant qu'Ariane ne puisse en demander davantage, Victor revint, son visage se durcissant en voyant avec qui elle conversait. « Docteur Duval, quelle surprise. Je viens toujours au bal des orchidées, Victor. C'était important pour Élise, comme vous le savez bien. » La tension entre eux était presque palpable. Victor posa la main dans le dos d'Ariane, un toucher qui semblait à la fois protecteur et possessif. « Ariane, nous devons saluer l'ambassadeur avant de partir. »« Bien sûr, » répondit-elle automatiquement, mais ses yeux restèrent sur Céline. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Ariane, » dit la psychiatre, lui tendant discrètement une carte. « Si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit. » Dans la voiture de retour au manoir, le silence était oppressant. Ariane pouvait sentir la colère émanant de Victor, une présence presque physique dans l'espace confiné du véhicule. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» demanda-t-il finalement, sa voix contrôlée mais avec un tremblement sous-jacent. Elle s'est présentée comme la psychiatre d'Élise. « Et elle a dit qu'Élise prévoyait de vous quitter. Qu'elle avait peur. » Victor laissa échapper un rire amer. Céline Duval était plus que la psychiatre d'Élise. C'était sa confidente, sa complice. Elle alimentait ses paranoïas, ses peurs irrationnelles. Qu'est-ce qu'elle peur? Il se tourna pour lui faire face, ses yeux sombres reflétant les lumières de la ville qui passaient par la fenêtre. Élise croyait que je contrôlais chaque aspect de sa vie, que je la surveillais, que je manipulais les gens autour d'elle. Elle pensait que j'étais dangereux. La façon dont il prononça le dernier mot fit frissonner Ariane. Et c'était vrai. La question plana entre eux comme une chose vivante. Victor détourna le regard, recommençant à contempler le paysage urbain. Je l'aimais. Je ferais n'importe quoi pour elle, n'importe quoi pour la protéger, y compris d'elle-même. Ariane sentit un nœud se former dans sa gorge. Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, quelque chose entre les lignes qui la mettait mal à l'aise. Elle allait vraiment vous quitter? Oui, admit-il après un long silence. Le matin de l'accident, elle a appelé pour dire qu'elle ne rentrerait pas à la maison, qu'elle avait trouvé des preuves de ce que je faisais, qu'elle allait me dénoncer. Ainsi, dénoncer pourquoi? Victor ne répondit pas. Il ferma juste les yeux, comme si le souvenir était trop douloureux. Quand ils arrivèrent au manoir, il descendit de la voiture sans l'attendre et se dirigea rapidement à l'intérieur de la maison. Ariane le suivit, luttant contre l'inconfort de ses talons hauts sur le chemin de pierre du jardin. Quand elle entra, elle le trouva au bar de la bibliothèque se servant une généreuse dose de whisky. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle, s'arrêtant à la porte. « Parce que vous devez savoir à qui vous avez affaire. » répondit-il, se tournant pour lui faire face. « Tout le monde à cette fête pense que j'ai tué ma femme, que j'ai d'une manière ou d'une autre causé l'accident, ou que ce n'était pas un accident du tout. » Ariane sentit le sang se figer dans ses veines. « Et que dites-vous à cela? Quand elle me face, je dis que je l'aimais plus que tout, que sa mort a détruit ma vie, que je donnerais tout pour la retrouver. » Ses yeux parcoururent Ariane lentement, de la tête aux pieds, un regard qui la fit se sentir exposée, malgré la robe élégante. Ou du moins quelque chose qui comblerait le vide qu'elle avait laissé. Cette nuit marqua un changement dans leur relation.
Les jours suivants, Victor devint plus distant, plus froid. Les cours continuèrent. Mais il y avait maintenant un nouvel élément. Des visites fréquentes à l'aile interdite du manoir, où se trouvaient les effets personnels les plus intimes d'Élise. Non seulement des vêtements et des bijoux, mais des documents, des notes, un ordinateur portable scellé qui n'avait jamais été ouvert après sa mort. « Je veux que vous voyiez tout », dit Victor, tendant à Ariane la clé d'une petite pièce où elle n'était jamais entrée auparavant. « Chaque note, chaque reçu, chaque email. Je veux que vous plongiez dans son esprit durant les dernières semaines avant l'accident. » Pourquoi? Parce que j'ai besoin de comprendre ce qu'elle a découvert, ce qui l'a tant effrayée, ce qui l'a poussée à vouloir me quitter. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'Ariane n'avait jamais entendue auparavant. Pendant un instant, elle vit au-delà du masque du puissant homme d'affaires, au-delà du veuf obsédé. Elle vit un homme brisé, désespéré de trouver des réponses. Les jours qui suivirent, Ariane passa des heures dans cette pièce, examinant méticuleusement la vie d'Élise de Montaigne. Elle découvrit une femme complexe. Éduquée en Europe, elle parlait 4 langues, avait une maîtrise en histoire de l'art, était mécène de plusieurs institutions culturelles. Mais elle trouva aussi des preuves de dépression, d'isolement, d'une peur croissante. Dans un carnet caché derrière une fausse reliure de livres, elle trouva des entrées préoccupantes. « Il m'observe tout le temps. » Fier, il a mentionné une conversation que j'ai eue avec le jardinier. Une conversation privée, alors qu'il n'était même pas à la maison. Comment a-t-il pu savoir? Les miroirs. Je suis sûr que certains sont faux. Je sens des yeux dans les murs. Sur une autre page, Dr Leclerc a confirmé mes soupçons concernant les médicaments. Ce ne sont pas seulement des vitamines. Cela expliquerait pourquoi je me sens parfois si confuse, si contrôlée. J'ai besoin de preuves concrètes avant de le confronter. Qu'est la dernière entrée écrite la veille de sa mort? J'ai trouvé les cassettes, les enregistrements, tout. Des années de surveillance. Non seulement de moi, mais de tout le monde. Employés, amis, partenaires commerciaux. C'est malsain. C'est un crime. Demain, j'irai à la police. Je ne peux plus vivre comme ça. Ariane sentit ses mains trembler en lisant ces mots. Qu'étaient ces cassettes? Quelles preuves Élise avait-elle découvertes? C'est au cours de cette investigation qu'elle remarqua quelque chose d'étrange dans les miroirs du manoir. Certains semblaient avoir une profondeur légèrement différente. Un reflet qui n'était pas exactement comme il aurait dû l'être. Et sous certains angles, lorsque la lumière frappait d'une certaine manière, on pouvait voir une petite différence de texture. Avec une méfiance croissante, Ariane commença à prêter plus d'attention à son environnement. Elle percevait de petits détails, comment Victor mentionnait parfois des choses qu'elle avait faites ou dites lorsqu'elle était seule. Comment certains objets dans sa chambre semblaient légèrement déplacés, même si personne n'était entré. Comment la sensation d'être observée s'intensifiait dans certaines pièces de la maison. Une nuit, alors que Victor était à une rare réunion d'affaires en dehors du manoir, Ariane décida de tester sa théorie. Elle alla à la bibliothèque et, feignant de trébucher, fit tomber une statuette de valeur. La pièce se brisa sur le sol de marbre avec fracas. « Merde !» dit-elle à voix haute. « J'espère qu'il n'y a pas de caméras ici. » Puis elle sortit de la pièce et attendit. 10 minutes plus tard, son téléphone, un cadeau de Victor qu'elle soupçonnait de ne pas être qu'un simple téléphone, sonna. « Il s'est passé quelque chose dans la bibliothèque ?» demanda la voix de Victor sans détour. « Comment le savez-vous » répondit-elle, le cœur s'accélérant. Un bref silence. « Auguste m'a appelé. Il a dit qu'il avait entendu un bruit. » C'était un mensonge. Auguste était dans la cuisine, de l'autre côté du manoir. Il n'aurait rien pu entendre. « Je vais bien » répondit-elle, essayant de garder sa voix calme. « J'ai juste fait tomber quelque chose. Rien d'important. » « Soyez plus prudente, Ariane. Certaines choses dans cette maison sont irremplaçables. » Quand elle raccrocha, Ariane était certaine. Elle était surveillée, tout comme Élise. Le manoir était une cage dorée, où chaque mouvement était surveillé, chaque mot enregistré. La paranoïa qui avait poussé Élise à fuir commençait à prendre tout son sens. Plus perturbant encore fut quand elle commença à rêver d'elle. Des rêves vifs, où Élise apparaissait vêtue de la même robe verte qu'Ariane avait portée au bal, marchant dans les couloirs du manoir, essayant toujours de montrer quelque chose, de la guider quelque part. Dans un rêve particulièrement troublant, Élise la conduisit au garage et désigna une voiture recouverte d'une bâche, une Porsche argentée qu'Ariane savait être le véhicule de l'accident, récupérée et conservée comme une relique macabre.
Le lendemain matin de ce rêve, Ariane se réveilla déterminée. Elle attendit que Victor parte pour une vidéoconférence dans son bureau et se rendit au garage. La Porsche était là, exactement comme dans son rêve. Les mains tremblantes, elle tira la bâche. La voiture était impeccablement restaurée, sans signe de l'accident dévastateur, mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Sur le siège passager, un objet brillait sous la faible lumière, la petite broche en saphir qu'Estelle lui avait donnée la nuit du bal. Confuse, Ariane prit la broche et l'examina. Elle semblait normale, juste un bijou ancien de valeur sentimentale, mais quand elle la retourna, elle remarqua que le dos était étrangement lourd, avec un mécanisme qui ne semblait pas appartenir à une simple broche. Elle appuya délicatement, et la pièce s'ouvrit révélant un minuscule compartiment interne. À l'intérieur, une petite carte mémoire. À ce moment-là, elle entendit des pas s'approcher du garage. Rapidement, elle referma la broche, la rangea dans sa poche et remit la bâche sur la voiture. Quand la porte s'ouvrit, elle se tenait à côté de quelques outils de jardinage, feignant de chercher quelque chose. « Ariane » appela Victor, sa voix résonnant dans le vaste espace. « Que faites-vous ici ?»« Je cherche une cisaille de jardin, » improvisa-t-elle. « Je voulais couper quelques fleurs pour ma chambre. » Victor l'observa avec intensité, comme s'il tentait de lire ses pensées. « Les cisailles sont dans la remise à outils, pas dans le garage. »« Oh, je me suis trompé, pardon. » Il regarda autour de lui, ses yeux s'attardant brièvement sur la Porsche couverte. « Ce n'est pas un endroit pour vous, Ariane. Il y a des souvenirs ici que je préfère ne pas déranger. » Elle acquiesça, essayant de paraître désolée, tandis qu'elle sentait la broche brûler dans sa poche comme une braise. Cette nuit-là, après le dîner, Victor surprit Ariane par une annonce. « Je dois me rendre à Lyon demain. Des affaires gouvernementales que je ne peux pas résoudre à distance. Je reviendrai dans 3 jours. » C'était la première fois depuis qu'Ariane était arrivée au manoir que Victor passerait la nuit dehors. Elle tenta de cacher le soulagement qu'elle ressentit. « Je comprends. Y a-t-il quelque chose que vous ayez besoin que je fasse pendant votre absence ? Continuez simplement vos cours. » Et il marqua une pause, la regardant intensément. « N'explorez pas la maison au-delà des limites que nous avons établies. Pour votre sécurité. » C'était une menace voilée et ils le savaient tous les deux. « Bien sûr. » te répondit-elle docilement. Dès que Victor partit le lendemain matin, Ariane ressentit un mélange de liberté et de peur. Liberté d'être temporairement libérée de sa présence vigilante, peur de ce qu'elle pourrait découvrir. D'abord, elle vérifia sa chambre à la recherche de caméras ou de microphones. Elle ne trouva rien d'évident. Mais cela ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas là. Elle décida d'agir comme si elle était observée tout le temps. Elle suivit sa routine normale pendant la journée. Cours de français le matin, déjeuner dans le jardin d'hiver, lecture dans la bibliothèque l'après-midi. Ce n'est qu'au crépuscule, lorsque la plupart des employés s'étaient déjà retirés, qu'elle se dirigea vers la chambre d'Élise, emportant avec elle un vieil ordinateur portable qu'elle avait trouvé dans le débarras, un qui, espérait-elle, n'était pas connecté au système de sécurité de la maison. Dans le dressing, assise au même endroit où Victor l'avait vue porter la robe pour la première fois, elle inséra la carte mémoire dans l'ordinateur. Elle ne contenait qu'un seul fichier, une vidéo d'environ 21 minutes. Le cœur battant la chamade, Ariane la lança. À l'écran apparut Élise de Montaigne, visiblement angoissée, s'enregistrant dans un lieu qu'Ariane ne reconnut pas. « Si vous voyez ceci, » commença Élise, la voix tremblante, « cela signifie que quelque chose m'est arrivé, et cela signifie probablement que vous, qui que vous soyez, êtes d'une manière ou d'une autre sous son contrôle. » Ariane sentit un frisson parcourir son échine. « Je m'appelle Élise de Montaigne. J'étais l'épouse de Victor de Montaigne, et je crains pour ma vie. Au cours des 6 derniers mois, j'ai découvert des choses sur mon mari qui me font croire qu'il est capable de n'importe quoi pour maintenir son pouvoir et son contrôle. » Élise détailla ensuite sa découverte progressive du système de surveillance du manoir. Caméras cachées dans les miroirs, microphones dans les objets décoratifs, logiciels de suivi dans les appareils électroniques. Elle expliqua comment elle avait réalisé que ces médicaments étaient falsifiés avec des sédatifs et comment elle avait trouvé des dossiers de chantage contre des politiciens, des hommes d'affaires et même des juges. Mais le pire, continua Élise, son visage pâle de peur, fut de découvrir les autres. Vous en faites probablement partie maintenant. De jeunes femmes vulnérables,
généralement d'origine modeste, qu'il transforme, qu'il façonne, qu'il rend dépendante. J'ai été la première, il y a 15 ans. Avant moi, il y a eu une tentative avec une autre fille, qui n'a pas survécu au processus. Ariane sentit son estomac se retourner. Il y a un schéma. Ils les trouvent, leur offrent une opportunité qu'elles ne peuvent refuser, les isolent du monde extérieur puis commencent la transformation. Vêtements, éducation, manières. Ils créent une version idéalisée de ce qu'ils désirent, et quand elles se lassent, tout tente de s'échapper. Élise déglutit. Je laisse cet enregistrement parce que je sais que je suis proche de ce point. J'ai minutieusement planifié ma fuite. Mais si vous voyez ceci, quelque chose a mal tourné. Et maintenant, vous devez savoir, il ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas d'amour dans ses actions, seulement de l'obsession et du contrôle. Et quand vous cesserez d'être utile ou intéressante, il y en aura une autre. La vidéo se terminait par des instructions sur où trouver les preuves qu'Élise avait rassemblées. Une cachette dans les fondations de la maison, accessible par un passage au sous-sol. Ariane éteignit l'ordinateur portable, les mains tremblantes. Son esprit bouillonnait de ce qu'elle venait de voir. Une partie d'elle voulait nier, voulait croire qu'Élise délirait, paranoïaque. Mais une autre partie, la partie qui avait senti les regards, qui avait remarqué les incohérences, qui avait perçu le contrôle étouffant, savait qu'il y avait de la vérité dans ce témoignage désespéré. Et maintenant, elle devait décider quoi faire. Fuir immédiatement, sans plan, sans argent, potentiellement poursuivie par un homme aux ressources illimitées. Ou rester. Faire semblant, gagner la confiance absolue de Victor tout en cherchant les preuves qui confirmeraient ou réfuteraient les accusations d'Élise. Il y avait une troisième option, qu'elle osait à peine envisager. La possibilité que, malgré tout, elle ait développé des sentiments réels pour Victor. Des sentiments complexes, perturbants, peut-être même malsains, mais indéniablement présents. Et si Élise s'était trompée? Et si une rédemption était possible pour cet homme brisé par le deuil? Tandis qu'elle rangeait l'ordinateur portable et la carte mémoire dans une cachette improvisée, Ariane réalisa qu'elle était à un point de non-retour. Tout choix qu'elle ferait maintenant définirait non seulement son avenir, mais potentiellement sa survie. Le lendemain, pendant le cours de piano, son professeur remarqua sa distraction. « Tout va bien, mademoiselle Dubois ?» demanda le vieil homme, fronçant les sourcils quand elle rata la même note pour la 3e fois. « Vous semblez préoccupé. » Ariane força un sourire. « Juste fatigué, professeur. Je n'ai pas bien dormi. » Ce n'était pas un mensonge. Elle avait passé la nuit blanche, à réfléchir, à planifier, à peser ses options. Quand le soleil se leva, elle avait pris une décision. Elle avait besoin de plus d'informations avant d'agir. Elle devait trouver les preuves qu'Élise avait mentionnées. Après le cours, elle descendit au sous-sol sous prétexte de chercher une boîte de vieilles partitions. Le sous-sol du manoir était un labyrinthe de couloirs, de salles de stockage et de machinerie. Suivant les instructions de la vidéo, elle localisa une étagère spécifique qui, lorsqu'elle était déplacée, révélait une petite ouverture dans le mur. L'espace au-delà était étroit, poussiéreux, manifestement non visité depuis des années. Ariane se traîna dans l'étroit tunnel jusqu'à une petite chambre. Là, elle trouva une boîte métallique verrouillée. La clé, selon Élise, était cachée à l'intérieur du piano de la bibliothèque, sous une touche spécifique, fa dièse, la note que Victor ne touchait jamais car il disait que cela portait malheur. Elle remit l'étagère à sa place et monta chercher la clé. Le manoir était silencieux cet après-midi-là. La plupart des employés profitaient de l'absence de Victor pour effectuer des tâches en dehors de la propriété. Dans la bibliothèque, Ariane ouvrit le couvercle du piano et avec précaution retira la touche indiquée. À l'intérieur, comme promis, se trouvait une petite clé rouillée. Elle était sur le point de retourner au sous-sol lorsque son téléphone sonna, la surprenant. « C'était Victor. »« Allô ?» répondit-elle, essayant de paraître décontractée. « Comment se passe le voyage ?»« Très productif. » répondit-il, sa voix distante à travers la ligne. « Et vous, Ariane, comment avez-vous passé le temps en mon absence ?» Il y avait quelque chose dans la façon dont il insista sur « mon absence » qui la rendit alerte. Normal. Course lectures. Rien de spécial. Intéressant, commenta-t-il, une note étrange dans sa voix, parce que j'ai reçu une alerte du système de sécurité. Le sous-sol a été accédé aujourd'hui. Une raison spéciale à cela? Le cœur d'Ariane s'accéléra, mais elle garda sa voix contrôlée. Oui, je suis allé chercher de vieilles partitions que le professeur a mentionnées. Elles étaient à tout stockées là-bas.
Un silence pesant. Je vois. Et avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Pas encore. Le professeur n'a pas été très précis sur l'endroit où elle se trouverait. Un autre silence. Je rentre demain matin, Ariane. Plus tôt que prévu. J'ai une surprise pour vous. Quand elle raccrocha, Ariane savait que son temps était compté. Quelle que soit la surprise, elle ne croyait pas que ce serait quelque chose de bon. Elle devait agir vite. Elle redescendit au sous-sol, trouva la cachette et ouvrit la boîte avec la clé. À l'intérieur, elle trouva des documents, des photos, un disque dur et, plus perturbant, un journal médical détaillant ce qui semblait être une expérience psychologique à long terme. Les annotations écrites de la propre main de Victor décrivaient des méthodes de conditionnement, de manipulation psychologique et même des dosages de substances pour maintenir le sujet réceptif et dépendant. Il y avait aussi des photos, non seulement d'Élise, mais d'autres femmes. 3 pour être exact, toutes avec une ressemblance troublante. De jeunes femmes d'apparence vulnérable, transformées par des chirurgies subtiles, des changements de style et apparemment des drogues, en des versions de la même fantaisie. Et toutes étaient décédées dans des circonstances tragiques, selon les notes cliniques de Victor. Ariane n'était pas la première remplaçante d'Élise, elle était la 4e d'une série macabre. Tandis qu'elle absorbait l'horreur de ses découvertes, elle entendit un bruit, des pas dans le couloir du sous-sol. Rapidement, elle remit tout dans la boîte, sauf le disque dur, qu'elle cacha à l'intérieur de son chemisier. Elle repoussa la boîte dans la cachette, referma le passage et sortit dans le couloir, essayant de paraître décontractée. C'était Auguste, le majordome, portant quelques cartons. « Mademoiselle Dubois, » dit-il surpris, « que faites-vous encore ici ?»« Ah, toujours à la recherche de ces partitions, » répondit-elle, forçant un sourire. « Je pense qu'elles ne sont pas ici, après tout. » Auguste l'étudia un instant, ses yeux âgés scrutant son visage. « Monsieur Victor a appelé. Il revient tôt demain. »« Oui, il m'a informé. »« Ça, il a demandé de préparer la chambre bleue. » La chambre bleue. Ariane n'y était jamais entrée, mais elle savait qu'elle se trouvait dans l'aile la plus isolée du manoir. C'était une suite utilisée uniquement pour des invités très spéciaux. « Attendons-nous de la visite ?» demanda-t-elle, essayant de paraître simplement intéressée. « Un médecin ?» répondit Auguste, son visage impassible. « Le docteur Laurent. » Ariane ne connaissait pas ce nom, mais quelque chose dans la façon dont Auguste le prononça lui envoya un frisson le long de l'échine. « Un problème de santé ?» Le majordome hésita, comme s'il décidait de ce qu'il pouvait révéler. Le docteur Laurent est un spécialiste des traitements alternatifs pour les problèmes comportementaux. À ce moment-là, Ariane sut, le médecin ne venait pas pour traiter Victor, il venait pour elle. Elle avait moins de 24 heures pour s'échapper du manoir de Montaigne, ou faire face à un destin similaire à celui d'Élise et des autres avant elle. Mais Victor avait sous-estimé quelque chose d'important. En la transformant, en l'éduquant, en lui donnant accès à son monde, il lui avait aussi donné les outils de sa propre libération. Et peut-être plus important, en la laissant s'entremêler avec la mémoire d'Élise, il avait permis à quelque chose de plus fort que la peur de grandir en elle, la détermination de ne pas devenir juste un autre fantôme dans les couloirs de ce manoir. Ce que Victor ne savait pas, c'est qu'Ariane avait un plan qu'elle avait commencé à former dans son esprit depuis la nuit du bal, lorsque Céline Duval lui avait discrètement glissé non seulement une carte de visite dans son sac, mais aussi une clé qui ouvrirait non seulement une porte, mais un avenir différent de celui que Victor avait prévu pour elle. La nuit tombait sur le manoir de Montaigne, apportant avec elle des ombres qui dansaient sur les murs comme des fantômes agités. Ariane observait le ciel de Paris depuis la fenêtre de sa chambre, les lumières de la ville scintillant au loin, un rappel du monde au-delà de ces murs de pierre et de secrets. Le disque dur d'Élise était caché à l'intérieur d'une boîte à bijoux factice, sous une planche lâche dans le dressing. Elle n'était pas sûre que ce fût un endroit sûr, mais c'était le mieux qu'elle avait pu improviser avec le peu de temps dont elle disposait. Son plan devait être exécuté à la perfection, car elle savait qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Le retour anticipé de Victor et la venue de ce mystérieux docteur Laurent ne faisaient que confirmer ses soupçons. Elle était sur le point d'être ajustée, comme les autres avant elle. Peut-être un traitement qui la rendrait plus docile, plus malléable, peut-être quelque chose de pire. Elle devait agir cette nuit-là tant qu'elle était encore lucide et libre. La clé que Céline Duval lui avait donnée au bal
ouvrait un appartement dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Un endroit sûr, selon le mot qui accompagnait la clé. Mais elle ne pouvait pas simplement sortir par la porte principale. Le manoir avait une sécurité 24 heures sur 24, et même si elle parvenait à s'échapper, Victor la retrouverait en quelques heures grâce à ses ressources et ses connexions. Elle avait besoin d'une distraction, d'un plan plus élaboré. Et plus important encore, elle avait besoin de preuves concrètes pour s'assurer que Victor ne pourrait plus jamais faire cela à une autre femme. À 9 heures du soir, Ariane descendit pour le dîner qu'Auguste avait préparé. Comme toujours, elle dînait seule à l'immense table de la salle à manger, servie avec la même formalité que si Victor était présent. Pendant qu'elle mangeait, elle observa le majordome avec de nouveaux yeux. « Auguste », l'appela-t-elle, gardant sa voix calme, « depuis combien de temps travaillez-vous pour la famille de Montaigne ?» Le vieil homme la regarda avec une expression impassible. « 42 ans, mademoiselle. J'ai servi le père de monsieur Victor avant lui. » « Et vous avez connu toutes ses épouses ?» Un bref éclair de quelque chose. Alarme, tristesse, passa dans les yeux du majordome. « Monsieur Victor n'a été marié qu'à madame Élise, mademoiselle. »« Je vois ça, » répondit Ariane, coupant un morceau de filet. « Et les autres femmes qui ont vécu dans cette maison ?»« Celles qui sont venues avant moi, après Élise. » Auguste resta complètement immobile, la carafe d'eau suspendue en l'air. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoiselle. »« Je crois que si, Auguste. Tout comme vous saviez pour le docteur Laurent. Tout comme vous savez pour les caméras, les médicaments, tout. » Le majordome posa la carafe sur la table avec précaution, ses mains légèrement tremblantes. « J'ai servi cette famille pendant près d'un demi-siècle, mademoiselle Dubois. Ma loyauté est inébranlable. Est-ce même lorsque cette loyauté signifie être complice de quelque chose de terrible ?» Auguste regarda autour de lui nerveusement, conscient des caméras cachées. « Vous ne devriez pas parler de ces choses, mademoiselle. »« Ce n'est pas sûr. »« Pour qui, Auguste ? Pour moi ou pour vous ?» Pour la première fois depuis qu'elle l'avait connu, Ariane vit le masque de servilité professionnelle du majordome se fissurer, révélant un vieil homme effrayé en dessous. « Les murs ont des oreilles, mademoiselle Dubois. Et monsieur Victor a des yeux partout. Si vous me permettez... » Il s'éloigna précipitamment, laissant Ariane seule avec ses pensées et la certitude croissante que sa vie dépendait de ce qu'elle ferait dans les prochaines heures. Après le dîner, elle se retira dans sa chambre comme prévu. Elle mit son pyjama, se brossa les dents, suivit toute la routine qu'elle savait être surveillée. Puis elle s'allongea sur le lit avec un livre, comme elle le faisait toutes les nuits. Mais cette fois, au lieu de lire, elle planifiait chaque étape de son évasion. À 23h30, lorsque la plupart des employés s'étaient déjà retirés et que seul le gardien de nuit restait éveillé, faisant sa ronde autour du périmètre de la propriété, Ariane mit son plan à exécution. D'abord, elle changea de vêtements, non pas les robes élégantes que Victor lui avait données, mais des pièces simples qu'elle avait conservées de sa vie antérieure. Elle récupéra le disque dur de sa cachette et la carte mémoire avec la vidéo d'Élise. Puis, avec prudence, elle se dirigea vers le dressing d'Élise. Elle savait que cette pièce en particulier était moins surveillée. Victor la considérait presque sacrée, un sanctuaire où l'intimité était plus importante que le contrôle. Là, elle alla à la section des bijoux et sélectionna quelques pièces de valeur, non pas pour voler, mais pour les utiliser dans le cadre de son plan. Avec les bijoux dans un petit sac, elle se dirigea vers la cuisine. Ce serait la partie la plus risquée. Elle devait sortir de la maison sans être détectée, et la seule sortie sans alarme ni caméra était par le garde-manger, qui menait à une porte de service utilisée pour les livraisons de provisions. La cuisine était sombre et silencieuse. Ariane se déplaça avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Elle était presque arrivée à la porte du garde-manger lorsqu'une voix la sursauta. « Je me demandais quand vous alliez essayer. » Ariane se figea. Auguste était assis à la table de la cuisine, presque invisible dans la pénombre. Il ne semblait pas surpris. « Auguste, commença-t-elle, mais le majordome l'interrompit d'un geste. « Pas besoin d'expliquer. J'ai déjà vu ce film, 3 fois pour être exact. » Lentement, il se leva et alluma une petite lampe sur la table, révélant son visage fatigué et vieilli. « Vous êtes plus maligne que les autres, » continua-t-il. « Vous avez découvert plus vite, mieux planifié. Mais le résultat serait le même. Alors vous savez, pour les autres femmes, ce n'était pas une question. » Claudine, 2015.
un tragique accident d'équitation à l'ARA familiale. Puis Marianne, 2018, overdose de médicaments. Et Juliane, 2020, suicide après une dépression profonde. Il récita les noms et les dates comme une nécrologie familière, et bien sûr Madame Élise elle-même, 2022. Ariane sentit un frisson parcourir son échine. « Pourquoi? Me racontez-vous cela? Allez-vous m'arrêter » Auguste soupira un son lourd de résignation. « Non, mademoiselle, je ne vous arrêterai pas, je vais vous aider. » Il se dirigea vers le garde-manger et ouvrit la porte, révélant la sortie de service. « Pourquoi » demanda Ariane méfiante. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que je suis trop vieux pour porter plus de culpabilité, » répondit-il, évitant son regard. « Que parce que vous me rappelez ma fille. Elle aurait votre âge maintenant si elle était en vie. » Auguste tendit une clé à Ariane. Celle-ci ouvre le portail arrière. Le garde fera sa ronde du côté nord de la propriété pendant encore 7 minutes. Vous devrez être rapide et silencieuse. Ariane hésita, toujours méfiante. Comment savoir que ce n'est pas un piège? Vous ne savez pas, répondit-il simplement. Mais si vous restez, vous êtes sûr de ce qui va se passer. Si vous partez, vous avez une chance. C'était un pari qu'elle devait faire. Elle acquiesça et prit la clé. Il y a encore une chose que je dois faire avant de partir, dit-elle déterminée. J'ai besoin de preuves. Quelque chose qui garantisse qu'il ne me poursuivra pas. Auguste sembla comprendre immédiatement. Dans la bibliothèque, derrière le tableau de la famille de Montaigne, il y a un coffre-fort. La combinaison est sa date de naissance, inversée. À l'intérieur, vous trouverez ce que vous cherchez. « Pourquoi m'aidez-vous vraiment » demanda Ariane, toujours incertaine de lui faire confiance. Le vieux majordome la regarda enfin dans les yeux. « Parce que j'ai vu ce film trop de fois, mademoiselle. Et il se termine toujours de la même façon, avec une femme morte et des funérailles où je fais semblant de ne pas connaître la vérité. » Avant de partir, Ariane fit un rapide détour par la bibliothèque. Suivant les instructions d'Auguste, elle trouva le coffre-fort et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des dossiers avec des documents détaillant un réseau de corruption, de chantage et de crimes financiers qui s'étendaient jusqu'aux plus hauts échelons du gouvernement. Il y avait aussi un flacon de pilules avec une étiquette manuscrite « Ariane, dose quotidienne ». Elle rangea tout dans son sac avec le disque dur et la carte mémoire. Quelques minutes plus tard, elle était hors de la propriété, courant, dans les rues arborées de Neuilly-sur-Seine, en direction d'une avenue principale, où elle pourrait prendre un taxi. L'adrénaline courait dans ses veines, mêlée de peur et d'une étrange sensation de libération. Le taxi la déposa devant un immeuble discret à Saint-Germain-des-Prés. La clé que Céline lui avait donnée ouvrit la porte d'un appartement, au 4e étage, un espace petit mais accueillant, clairement entretenu pour des urgences comme celle-là. Sur la table de la cuisine, elle trouva une enveloppe à son nom. À l'intérieur, une courte lettre. « Si vous lisez ceci, vous avez pris la bonne décision. Il y a des vêtements dans l'armoire, de l'argent dans le double fond du tiroir de la commode et un téléphone prépayé sur la table de chevet. Mon numéro est enregistré. Appelez-moi quand vous serez prête pour la prochaine étape. D'ici là, reposez-vous et sachez que vous êtes en sécurité ici. » CD. Pour la première fois depuis des mois, Ariane s'autorisa à pleurer. Non pas de peur ou de tristesse, mais de soulagement. Elle était hors du manoir, loin de Victor et de son contrôle étouffant, mais elle savait qu'elle n'était pas vraiment libre, pas encore. Un homme avec les ressources et les connexions de Victor de Montaigne la retrouverait éventuellement, à moins qu'elle n'ait une protection plus permanente. Les preuves qu'elle avait collectées étaient sa seule garantie de sécurité. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil agité, se réveillant à chaque bruit, à chaque ombre. Quand le matin arriva enfin, elle prit le téléphone que Céline avait laissé et composa le seul numéro enregistré. « Vous avez réussi », dit la psychiatre quand elle répondit sans avoir besoin d'identification. « J'étais inquiète. »« J'ai des preuves », répondit Ariane sans détour. Des documents, des vidéos, un disque dur rempli d'informations, sur Élise, sur les autres femmes, sur ses affaires illégales. C'est plus que ce que nous espérions. Gardez-les bien. Il n'est pas sûr de se rencontrer encore. Il doit déjà savoir que vous vous êtes enfui. Que dois-je faire maintenant? Attendez, ne sortez pas de l'appartement. Je demanderai à quelqu'un de vous apporter des provisions. Dans 2 jours, nous nous rencontrerons et déciderons des prochaines étapes. Ariane raccrocha.
se sentant simultanément puissante et vulnérable. Elle avait les outils pour détruire Victor de Montaigne, mais il avait le pouvoir et les ressources pour la détruire en premier, s'il la trouvait. Les heures suivantes passèrent avec une lenteur torturante. Ariane examinait à plusieurs reprises les documents et les preuves qu'elle avait collectés, essayant de comprendre pleinement l'homme avec qui elle avait vécu. Ce qu'elle découvrit l'horrifia encore plus. Un réseau de manipulation qui s'étendait bien au-delà des murs du manoir, atteignant les tribunaux, les commissariats et même les médias. Il ne serait pas facile d'exposer quelqu'un avec autant de connexions. En fin d'après-midi, elle reçut une livraison de provisions, comme Céline l'avait promis. Mais avec la nourriture vint un journal, et en première page, une nouvelle qui la figea. Victor de Montaigne hospitalisé après une tentative de suicide. Selon le reportage, l'homme d'affaires avait été retrouvé inconscient dans son manoir par le majordome après avoir ingéré une quantité excessive de médicaments mélangés à de l'alcool. Il était dans un état grave mais stable. L'article mentionnait vaguement des problèmes personnels et un deuil non résolu comme motivation possible. Le téléphone sonna immédiatement. « Vous avez vu les nouvelles ?» demanda Céline sans préambule. « Oui, vous pensez que… » « C'est un piège », coupa la psychiatre. « Une façon de vous faire sortir de votre cachette. Il sait que vous vous souciez de lui, malgré tout. » Ariane sentit une piqûre dans sa poitrine. C'était vrai. Malgré tout ce qu'elle avait découvert, malgré la peur et la manipulation, une partie d'elle se souciait encore de Victor. C'était la manipulation la plus profonde de toutes. Il l'avait poussée à développer de véritables sentiments pour son ravisseur. « Je ne sortirai pas d'ici », affirma-t-elle, essayant de paraître plus convaincue qu'elle ne l'était. « Bien. Il y a eu un changement de plan. Il n'est pas sûr d'attendre 2 jours. Une voiture viendra vous chercher ce soir à 21h. N'apportez que l'essentiel et les preuves. » À 21h précise, une voiture noire et discrète se gara devant l'immeuble. Le chauffeur, un homme à l'air sérieux qui se présenta simplement comme Paul, conduisit Ariane à une maison isolée en périphérie de la ville. Céline l'attendait à la porte. La maison était spacieuse et bien protégée, avec un système de sécurité qui semblait presque militaire. À l'intérieur, Ariane découvrit qu'elle n'était pas seule. Il y avait 2 autres femmes, toutes 2 avec des histoires similaires à la sienne. Marine travaillait à la clinique psychiatrique où Victor a brièvement interné Marianne, la 2e remplaçante, expliqua Céline, les présentant. Et Clara est la sœur de Juliane, la 3e. Les 3 femmes s'observèrent mutuellement, reconnaissant chez les autres le même mélange de traumatisme et de détermination qu'elles ressentaient en elles-mêmes. « Pendant des années, j'ai collecté des preuves contre Victor », continua Céline, les guidant vers une pièce qui ressemblait à un centre d'opération, avec des ordinateurs, des dossiers et des cartes au mur. « J'ai d'abord connu Élise professionnellement, puis nous sommes devenus amis. Elle me faisait confiance, partageait ses peurs. Quand elle est morte, je me suis promis que je ne laisserai pas cela se reproduire. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé avant ?» demanda Ariane. « J'ai essayé », répondit Céline, son visage se durcissant. « Je suis allé à la police, au procureur, aux journalistes, mais son pouvoir est étendu. Sans preuve concrète, ce n'était que la parole d'une psychiatre obsédée contre un homme d'affaires respecté et en deuil. « Et maintenant, nous avons des preuves », dit Ariane, posant son sac sur la table. Les heures suivantes furent consacrées à analyser méticuleusement chaque document, vidéo et fichier. Les preuves, une fois combinées, formaient un tableau dévastateur. Victor n'était pas seulement un contrôleur obsessionnel, mais un prédateur systématique. Un manipulateur qui utilisait son argent et son influence pour créer puis détruire des femmes vulnérables. « Nous devons porter cela à la police fédérale », dit Marine horrifiée. « Passer par-dessus les autorités locales qu'il contrôle. » « Ce ne sera pas suffisant, » répondit Clara amère. « Il a des connexions à tous les niveaux. Nous avons besoin de quelque chose de plus définitif. »« Les médias » suggéra Ariane. « Non pas un seul journal ou une seule chaîne, mais tous, simultanément. Une exposition si publique et complète qu'il ne pourra pas l'étouffer. » Céline acquiesça lentement. « J'ai quelques contacts fiables. Des journalistes qui ne cèdent pas facilement à la pression. Mais même ainsi, ce serait risqué. Il nous poursuivrait avec tout ce qu'il a. Clarence est déjà en route, » argumenta Ariane. « La seule différence est de savoir si nous l'affrontons selon nos conditions ou les siennes. Cette nuit-là, pendant que les autres dormaient,
Ariane resta éveillée, réfléchissant. Quelque chose la dérangeait. Une pièce du puzzle qui ne s'emboîtait pas encore. Elle revint aux documents du coffre-fort, les analysant une fois de plus. Parmi les papiers, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Un document médical daté de 6 ans auparavant. C'était un rapport psychiatrique détaillé sur Victor, signé par un médecin nommé Richard Leclerc. Le diagnostic était clair. Trouble de la personnalité narcissique avec des traits de psychopathie. Mais le plus choquant était le contexte. Le rapport avait été demandé par Élise 2 ans avant sa mort. Elle se doutait déjà, elle cherchait déjà à comprendre l'homme qu'elle avait épousé. Et plus important encore, le médecin avait recommandé un traitement intensif, avertissant que sans cela, le comportement de Victor pourrait devenir progressivement plus destructeur. Ariane ressentit une compréhension soudaine et perturbante. Victor était malade, profondément malade. Dangereux, oui, mais aussi brisé d'une manière fondamentale. Cela ne l'absolvait pas de ses crimes, mais offrait une perspective qui compliquait le récit simple du monstre contre les victimes. Le lendemain matin, elle partagea sa découverte avec les autres. « Cela change-t-il quelque chose ?» demanda Clara sceptique. « Il a quand même détruit des vies. Il a quand même tué ma sœur. Cela ne change pas ce qu'il a fait, » répondit Ariane. « Mais cela change la façon dont nous devons l'aborder. Une confrontation directe, publique, pourrait le pousser à des extrêmes encore plus dangereux. »« Que suggérez-vous alors ?» demanda Céline. « Une rencontre. Lui et moi, une dernière confrontation, mais selon mes conditions. » L'idée fut accueillie par des protestations véhémentes, mais Ariane était déterminée. « Il me veut de retour. Il est obsédé par moi, comme il l'a été par Élise et les autres. Si je lui offre cela, il baissera sa garde. Et alors nous aurons notre chance. » Contre toutes les objections, Ariane élabora son plan. Elle écrirait une lettre à Victor, proposant une rencontre au même endroit où Élise était morte, le virage de la route dans les montagnes des Vosges. Elle irait seule, mais non sans protection. Céline et les autres seraient à proximité, avec des journalistes fiables, prêts à intervenir et à tout documenter. « C'est de la folie », dit Céline quand Ariane eut fini d'expliquer. « Il est imprévisible, dangereux, c'est le seul moyen. » Insiste Ariane. « Il a besoin de me voir, d'entendre ma voix, de me regarder dans les yeux quand je le confronte. Il a besoin de savoir qu'il n'a plus de pouvoir sur moi. » La lettre fut envoyée ce même jour. La réponse vint en moins de 2 heures. Un simple « je serai là, seul ». La nuit précédant la rencontre, Ariane ne put dormir. Elle pensait à tout ce qui s'était passé depuis qu'elle était entrée pour la première fois au manoir de Montaigne, comme une jeune femme invisible, essayant de passer inaperçue. Comment elle s'était transformée, non seulement extérieurement mais dans son essence. Comment elle avait appris à se voir à travers les yeux de Victor, d'abord comme une remplaçante, puis comme sa propre personne, forte et capable. Quand le matin arriva, elle s'habilla avec soin. Non pas avec les vêtements élégants que Victor lui avait donnés, ni avec les vêtements simples de sa vie antérieure. Elle choisit quelque chose d'entre deux. Une blouse blanche en coton, un jean bien coupé, des ballerines confortables, son propre style, découvert par essai et erreur. Elle attacha ses cheveux en une queue de cheval basse, se maquilla très peu. Elle voulait que Victor la voie telle qu'elle était vraiment, non pas sa création, non pas une fantaisie, mais une femme réelle. Le lieu de la rencontre était un virage sinueux sur la route qui serpentait à travers les montagnes des Vosges. C'était un endroit isolé, avec une vue spectaculaire sur la baie de Deauville au loin. Là, 2 ans auparavant, la voiture d'Élise avait quitté la route, tombant 100 mètres le long de la pente abrupte. Ariane arriva la première, dans une voiture conduite par Paul. Conformément au plan, il s'éloignerait, mais resterait à portée d'un appel téléphonique. Céline et les autres seraient cachés à proximité, avec 3 journalistes d'investigation munis de caméras et d'enregistreurs. À 10 heures précises, la Porsche argentée de Victor, le même modèle dans lequel Élise était morte, méticuleusement reconstruite, apparut dans le virage de la route. Il se gara à quelques mètres et sortit lentement de la voiture. Il était différent de la dernière fois qu'Ariane l'avait vu. Plus maigre, avec des cernes profonds, la barbe mal rasée, mais ses yeux conservaient cette intensité familière, ce pouvoir hypnotique qui l'avait attiré et terrifié. « Vous êtes venu », dit-il, sa voix rauque comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. « Je pensais que c'était un piège. Je ne suis pas comme vous, Victor. Je ne mens pas sur les choses importantes.
Il sourit un sourire triste et connaisseur. Tout le monde ment, Ariane, surtout sur les choses importantes. Il fit un pas dans sa direction, mais Ariane leva la main gardant ses distances. Ne vous approchez pas. Je suis ici pour parler, pas pour revenir. Alors pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi ne pas simplement disparaître avec ce que vous m'avez volé? Je n'ai rien volé qui vous appartienne vraiment, répondit-elle. J'ai juste récupéré la vérité que vous avez essayé d'enterrer. Victor laissa échapper un rire amer. La vérité. Tout le monde la cherche, mais personne ne la veut vraiment. Elle est laide, douloureuse. Vous auriez préféré continuer dans notre petite fantaisie partagée, non? Une fantaisie où vous me transformiez en remplaçante de votre femme morte, où vous me droguiez et me manipuliez, où vous prévoyez de m'éliminer quand je me lasserais de moi, comme vous l'avez fait avec les autres. Il ne nia pas. Il se contenta de l'observer avec ses yeux perçants. Je vous aimais, vous savez, pas comme j'ai aimé Élise ou les autres, d'une manière différente. Vous étiez spécial. Ce n'était pas de l'amour, rétorqua Ariane, sentant la colère monter en elle. C'était de l'obsession, du contrôle. J'étais un jouet pour vous, une poupée vivante à modeler et à manipuler. Et ce que vous avez ressenti pour moi? Demanda-t-il, ignorant l'accusation. Était-ce aussi de la simple manipulation? Ou y avait-il quelque chose de réel là, enfoui sous toute la peur et le ressentiment? La question frappa Ariane comme un coup physique. C'était la question qu'elle avait évité de confronter, même avec elle-même. Il y a eu des moments, admit-elle finalement, où j'ai pensé que je pourrais vous aimer, où j'ai souhaité que tout soit différent, que vous soyez juste un homme et moi juste une femme, sans tout le reste. Cela peut encore être ainsi, dit-il, faisant un autre pas dans sa direction. Nous pouvons recommencer, sans secret, sans manipulation, juste nous deux. Pendant un bref instant, Ariane sentit cette vieille attraction, cette vulnérabilité à sa présence magnétique. Mais elle se rappela alors les photos des autres femmes, les dossiers médicaux, la douleur et la peur dans les yeux d'Élise dans la vidéo. « Non », dit-elle fermement. « Nous avons dépassé ce point. Vous avez besoin d'aide, Victor, d'un traitement. Et vous devez répondre de ce que vous avez fait. Papi Mossi Peter. » Son expression se durcit. Répondre de quoi exactement? D'avoir trop aimé, d'avoir voulu préserver la mémoire d'Élise. D'avoir manipulé des femmes vulnérables, de les avoir droguées, de les avoir tuées. Le dernier mot plana entre eux comme une accusation physique. « Je n'ai jamais tué personne, » dit-il, sa voix basse, dangereuse. Les accidents se sont produits, les overdoses ont été auto-infligées, les suicides étaient des choix personnels. Des choix que vous avez soigneusement orchestrés, des situations que vous avez créées. Victor haussa les épaules, un geste étrangement désinvolte pour la gravité de la conversation. « Prouvez-le, c'est votre parole contre la mienne. Et qui vous croira? Une ancienne femme de ménage sans éducation, sans connexion. Ce n'est plus seulement ma parole, répondit Ariane, gardant sa voix calme malgré le cœur battant. J'ai des preuves, Victor. Des documents, des vidéos, des témoins. Je sais pour vos affaires illégales, vos chantages, vos pots de vin. Je sais pour le système de surveillance du manoir, pour les médicaments que vous mettiez dans ma nourriture. Pour la première fois, elle vit une étincelle de peur dans ses yeux. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il, son arrogance remplacée par une prudence calculée. « Je veux que vous confessiez, ici, maintenant. Enregistrez une vidéo admettant tout. Ensuite, vous vous internerez volontairement dans une clinique psychiatrique pour un traitement à long terme. Et vous transférerez une somme significative à un fonds qui aidera les familles de vos victimes. » Victor la fixa longuement, puis laissa échapper un rire de surprise sincère. « Vous croyez vraiment que ça va marcher? Que je vais simplement confesser, m'interner et renoncer à ma fortune? »« Oui, » répondit Ariane, avec une confiance qu'elle ne se connaissait pas. « Parce que l'alternative est que tout soit rendu public, chaque détail sordide exposé. Votre réputation détruite, votre entreprise en ruine, et vous en prison, non pas dans une clinique confortable, mais dans un pénitencier où les hommes comme vous ne durent pas longtemps. » Elle fit un pas vers lui, inversant la dynamique. « C'est votre choix, Victor, rédemption ou destruction. Mais d'une manière ou d'une autre, cela se termine aujourd'hui. » Quelque chose changea dans son regard, une compréhension qu'il était acculé. Mais au lieu de se rendre, Victor fit quelque chose d'inattendu.
Il sourit, un sourire sincère, presque admiratif. « Vous avez bien appris, » dit-il, sa voix douce. « Mieux que les autres, mieux même qu'Élise. » Puis, d'un mouvement soudain, il sortit quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Ariane recula, effrayée, s'attendant à une arme, mais ce qu'il tenait était une petite télécommande. « Vous savez ce que c'est » demanda-t-il, son pouce caressant l'unique bouton de l'appareil. « C'est un détonateur, simple, efficace. En ce moment, des explosifs sont installés dans la voiture qui vous a amené ici, dans l'appartement de Céline Duval, et dans la maison où vous et vos nouvelles amies étiez cachés. » Ariane sentit le sang se glacer. « Vous bluffez. Vous croyez vraiment que je viendrai désarmé à cette rencontre, que je n'anticiperai pas votre trahison ?» Il secoua la tête comme un professeur déçu par un élève prometteur. « J'ai toujours eu un coup d'avance, Ariane, toujours. » La peur menaça de la paralyser, mais Ariane la combattit. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse, pas maintenant. « Si vous appuyez sur ce bouton, » dit-elle, se forçant à garder sa voix ferme, « vous ne ferez que prouver que vous êtes exactement le monstre que tout le monde pense que vous êtes. Et vous ne sauverez ni votre réputation, ni votre liberté, ni votre héritage. » « Peut-être que je ne me soucie plus de ces choses, » répondit-il, ses yeux fixés sur les siens. « Peut-être que je me soucie seulement du fait que vous avez appris à me défier, et que vous devez en apprendre les conséquences. » Son doigt plana sur le bouton. Ariane retint sa respiration. Ce fut à ce moment qu'ils entendirent le son de moteurs et de sirènes s'approcher. Des lumières clignotèrent entre les arbres, des voix appelaient au mégaphone. La police fédérale était arrivée. « Qu'avez-vous fait ?» siffla Victor, le visage déformé par la fureur. « Rien, » répondit Ariane, aussi surprise que lui. Cela ne faisait pas partie du plan. Tandis que des voitures de police encerclèrent le lieu et que des agents armés avancèrent dans leur direction, Ariane vit Céline sortir de sa cachette, accompagnée d'un homme grand en costume qu'elle reconnut sur les photos des journaux. Le directeur de la police fédérale. « C'est fini, Victor, » dit Céline s'approchant. « Remettez le détonateur, c'est inutile. Nous avons déjà désactivé les explosifs. » Victor regarda autour de lui comme un animal acculé. Ses yeux se tournèrent vers Ariane, remplis d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. De la colère, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus complexe. « Vous avez vraiment cru que vous me battriez à mon propre jeu ?» demanda-t-il, sa voix presque douce maintenant. Avant qu'Ariane ne puisse répondre, il fit un mouvement soudain, non pas pour appuyer sur le détonateur, mais pour le jeter loin. Puis, d'un seul mouvement fluide, il s'avança vers le bord du précipice. « Victor, non !» cria Ariane, réalisant son intention. Il la regarda une dernière fois, un sourire étrange et serein sur son visage. « Vous étiez la seule qui aurait pu me sauver, » dit-il. « Mais à la fin, vous avez choisi de vous sauver vous-même, je suis presque fier. » Et puis, avant que quiconque ne puisse l'atteindre, il fit un pas délibéré en arrière, tombant dans le même abîme qui avait réclamé Élise des années auparavant. Le cri d'Ariane resta coincé dans sa gorge. Les agents coururent au bord, mais tous savaient, personne ne pouvait survivre à une chute d'une telle hauteur. Dans les heures confuses qui suivirent, Ariane découvrit le reste de l'histoire. Céline n'avait pas entièrement fait confiance au plan de confrontation. Secrètement, elle avait contacté un procureur fédéral avec qui elle entretenait des relations professionnelles, lui remettant des copies d'une partie des preuves. Le procureur, à son tour, avait obtenu un mandat d'arrêt contre Victor et mobilisé une opération pour le capturer pendant la rencontre. Les explosifs étaient réels, mais ils avaient été détectés et désactivés par une équipe de spécialistes. Victor était en fait acculé. Sa seule issue était celle qu'il avait choisie. 6 mois plus tard, Ariane regardait par la fenêtre de son nouvel appartement à Nice, une ville où personne ne la connaissait, où elle pouvait recommencer sans le poids du passé. L'affaire de Montaigne était devenue un scandale national. Corruption, manipulation, abus psychologiques, mort suspecte. Même sans procès formel, la vérité était enfin apparue. Le manoir de Montaigne avait été converti en un centre de soutien pour les femmes victimes de violences, financé par la fortune que Victor avait laissée derrière lui. Les familles de Claudine, Marianne et Juliane avaient reçu des compensations financières, bien qu'aucun argent ne puisse ramener leur fille. Quant à Ariane, elle reconstruisait lentement sa vie. Elle avait utilisé une partie de l'argent qu'elle avait reçu pour envoyer sa mère suivre un traitement spécialisé en Suisse avec de bonnes perspectives de récupération. Elle s'était inscrite à l'université, étudiant la psychologie.
un intérêt né de sa propre expérience traumatisante. Céline était devenue une amie proche, une mentor. Parfois, elle parlait de Victor, essayant de comprendre la complexité de cet homme qui les avait unis par des circonstances si tragiques. « Vous pensez qu'il m'aimait vraiment ?» demanda Ariane lors d'une de ces conversations. À sa manière, tordue et malsaine. « Je pense qu'il ne savait pas aimer, » répondit Céline. « Il ne savait que posséder, contrôler. Mais avec vous, peut-être s'est-il approché le plus possible du véritable amour. » Ariane contempla cette idée en observant le coucher de soleil colorer le ciel de Nice en tons d'orange et de rouge. Parfois, elle rêvait encore du manoir de Montaigne, de ses couloirs silencieux et de ses sombres secrets. Parfois, elle se réveillait en appelant Victor, un appel qui était à la fois désir et terreur. Le temps guérirait ses blessures, Céline l'avait assuré. Avec la thérapie, le soutien et le passage des années, les souvenirs perdraient leur pouvoir sur elle. Un jour, peut-être, elle parviendrait à penser à cette période sans douleur, sans peur. Pour l'instant, elle se contentait de la liberté durement acquise, de la possibilité de choisir son propre chemin, de définir sa propre identité. D'être vue non pas comme un reflet des désirs d'une autre personne, mais comme elle-même, complexe, imparfaite, résiliente. Sur la table près de la fenêtre, il y avait un petit vase avec des orchidées blanches, les fleurs qu'Élise avait tant aimées. Ariane les gardait comme un rappel, non de l'horreur qu'elle avait vécue, mais de la force qu'elle avait découverte en elle, de la femme invisible qui avait appris à prendre sa place, à se faire entendre, à se battre pour sa propre histoire. Et si parfois elle ressentait encore un étrange vide, en pensant à Victor, un écho de la connexion intense et torturée qu'ils avaient partagée, elle gardait ce sentiment pour elle seule. Certaines complexités du cœur humain étaient trop difficiles à expliquer, même pour ceux qui consacraient leur vie à les comprendre. Le soir, avant de dormir, Ariane ouvrait souvent la fenêtre et regardait les étoiles, sentant le vent doux du sud sur son visage. Dans certains moments de faiblesse, elle imaginait qu'elle pouvait encore sentir sa présence, non pas comme une menace, mais comme une ombre familière, une partie de son passé qui l'avait formée, pour le meilleur ou pour le pire. « Adieu, Victor !» murmurait-elle à la nuit, sachant qu'elle devait le laisser partir pour vraiment se libérer. Et puis,